Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre série Terroir Gourmand, nous partons dans le Vaucluse découvrir les saveurs du pays d'Aigues. Stéphane nous racontera la Provence au goût de gibassier. Michel nous expliquera le système d'irrigation gravitaire historique dans le Luberon. Les herbes aromatiques n'auront plus de secret, tout comme la pomme de terre de Pertuis, un produit typique de la région. Je vous laisse en compagnie des producteurs qui font vivre ce beau terroir et je vous retrouve juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. Buriné par le soleil provençal, à la fois ami et ennemi des cultures, le pays d'Aigues est une vaste terrasse en pente douce, délimitée au nord par la barrière rocheuse du Luberon et au sud par la Durance, qui traverse et irrigue la plaine. Ces situations géographiques particulières offrent au pays d'Aigues une altitude changeante et donc une végétation et des sols variés. La plaine, plus irriguée, permet de cultiver fruits et légumes, tandis qu'en remontant la pente, les terrasses pierreuses que l'on rencontre sont plus propices à la culture de la vigne ou de l'olivier. Car malgré les fortes chaleurs et l'apparente aridité, c'est un pays de culture. Aigues signifie eau en provençal. Et si cet endroit porte ce nom, c'est qu'il recèle de très nombreuses sources d'eau, un élément vital à toute culture. Sur les coteaux de cette pente douce, il y a toutefois quelques exceptions. Le vallon de Gerbaud en est une. Il n'abrite aucune source d'eau. Pourtant, Paula Marty a décidé de cultiver les terres qu'elle possède ici en y plantant les rares végétaux qui peuvent souffrir du manque d'eau, les plantes aromatiques. La spécificité de mes plantes, c'est la façon dont elles sont cultivées, c'est-à-dire en fait sans eau. Je suis dans un vallon où il y a peu d'eau. Je n'ai pas l'eau fournie par le village, donc en fait j'ai de l'eau par forage, mais à une profondeur très importante et donc il n'y en a pas beaucoup. Donc résultat, j'ai décidé de planter des plantes qui pouvaient se suffire des eaux de pluie. Le sol qui leur est nécessaire, c'est un sol extrêmement drainé, avec un mélange de cailloux et de terre. En fait, elles ne supportent pas un excès d'eau. Donc ces terres qu'on ne peut pas utiliser parce que justement elles ne retiennent pas l'eau, c'est un plus pour ces plantes. C'est le terroir qu'il leur faut, c'est le terrain par excellence qui leur est nécessaire pour bien pousser et pour pousser en produisant des huiles essentielles. De cet inconvénient majeur, Paula en a fait une force. Car les herbes aromatiques, lorsqu'elles souffrent du manque d'eau, produisent des huiles essentielles plus concentrées. C'est une plante aromatique, elle a toujours des huiles essentielles, mais pour qu'elle en produise en plus grande quantité, il faut qu'il y ait une période de chaleur et de sécheresse de façon à ce qu'elle soit stressée et qu'elle produise plus d'huile essentielle. Donc là, on vient d'avoir 3 semaines de beau temps chaud et sec, donc là c'est parfait pour couper et voilà, il est urgent parce qu'elle monte déjà en fleurs, quoi. Normalement, je coupe avant le mois de juillet, je coupe au mois de juin en général. Le temps presse donc pour couper l'origan qui dégage déjà ses puissants arômes. Sur ses autres champs, Paula cultive une dizaine d'herbes dont une emblématique de la Provence, mais peu connue en dehors de la région. Alors la sarriette, ça fait partie de la même famille que le thym, le romarin, la menthe, les lavandes. C'est en fait la famille des labiers. Donc ce sont toutes des plantes aromatiques qui ont un goût assez poivré, en tout cas pour la sarriette. Il y a l'origan aussi, la marjolaine, ils font partie de la même famille. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on appelle aussi la sarriette le pèbre d'Az, ce qui veut dire en provençal le poivre d'âne. Sarriette, romarin, origan et marjolaine poussent ici au milieu des champs, presque comme à l'état naturel dans les collines de Provence. Vous vous promenez dans le Luberon, vous allez rencontrer, vous allez marcher sur le thym, le romarin et la sarriette. Le fait de les avoir mises en champ, pour moi, c'est plus pratique pour les couper que de faire de la cueillette en fait. Donc c'est plus simple, alors que faire la cueillette, c'est beaucoup de temps passé à chercher, même si on en a beaucoup, elles sont quand même mélangées, elles sont dans la nature. Il y a de mauvaises herbes. Oui, d'herbes folles dans les champs parce que justement je n'utilise pas de désherbant. Elles poussent comme dans la colline si ce n'est qu'elles sont rangées en champ.
Et c'est ce que je souhaite aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun apport, que ce soit d'engrais, pour la bonne raison que de toute façon il n'y a pas d'eau. Je n'utilise pas d'insecticides, de pesticides, de désherbants quelconques. Donc effectivement la contrainte en retour c'est que voilà, je vais avoir des mauvaises herbes. Compte tenu du fait que je coupe tout à la main, c'est pas trop un problème. C'est-à-dire que je sais faire la différence entre ma sarriette et puis un euphorbes qui est à côté. Revers de la médaille, le rendement en plantes aromatiques est assez faible par rapport à des terres irriguées. Pour compléter ses revenus, Paula organise des visites guidées de ses cultures. Sur une petite parcelle dédiée à cet effet, elle reçoit des touristes avides d'explications et d'anecdotes autour de ces herbes. Peut-être si vous mettez dans un petit coin pour être un peu à l'ombre, là. Après ça va aller mieux, l'ombre va arriver. Déjà, les Romains utilisaient ces plantes dans la cuisine. Est-ce que vous pensez qu'à cette époque-là, ils ont utilisé des plantes pour une propriété gustative, on dira, ou est-ce qu'il y avait une autre raison? Donc ce sont d'abord des plantes médicinales et c'est parce que ce sont des plantes médicinales qu'on les a mises dans la cuisine. Donc dans le bouquet garni, on a 3 plantes complémentaires digestives, thym, le romarin, enfin non Provence, et le laurier. Alors, est-ce que vous savez quelle plante va avec quel organe de la digestion? Le thym, c'est pour l'estomac. Qu'est-ce qu'il y a après? On les utilise plus, ces plantes. Tous les gens les connaissent. La plupart ont du thym ou du laurier dans leur jardin. Et souvent, ils ne les utilisent pas, quoi. Donc le but, c'est de leur donner l'envie et de les informer sur toutes les possibilités d'utilisation de la plante. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'en fait, ils aient une vision assez complète des utilisations. Et ce qui m'intéresse, c'est que quand ils partent au bout d'1 heure et demie, où je n'ai parlé quand même que sur 6 plantes, hein, c'est pas énorme, eh bien ils arrivent à la maison en se disant « Ah ben tiens, elle m'a donné telle recette de cuisine, je vais essayer ça. Ah tiens, telle infusion parce que voilà, j'ai un peu de mal à digérer. » Ça c'est de l'origan, ça c'est de la marjolaine. Vous n'avez pas vu la différence tout à l'heure. Prenez une feuille, prenez un petit bout là, écrasez, vous mangez, vous allez voir. C'est pas du tout le même goût. Rien à voir avec l'origan. Ça donne envie d'utiliser d'autres plantes ou d'essayer de les cultiver, de les avoir à la maison, comme la marjolaine, qui est une sorte d'origan. Moi, je ne savais pas que la marjolaine, c'est une sorte d'origan. C'est passionnant, quoi. C'est passionnant. Mon rôle, enfin, quand je vois les gens s'émerveiller, découvrir ce qu'on savait avant, finalement. Je ne fais que leur rappeler ce qu'il y a simplement 100 ans ou 150 ans, les gens faisaient. Oui, j'ai une impression de transmission des produits de notre patrimoine provençal. Dans ce pays d'Aigues, Paula n'est pas la seule à vouloir faire perdurer le patrimoine et les traditions culinaires. En redescendant dans la vallée, dans le petit village de Lourmarin, prisé des touristes pour son architecture préservée, Stéphane Riquier, boulanger depuis plus de 30 ans, fabrique un gâteau très local et emblématique de cette région, le gibassier. Au niveau de la préparation, le gibassier, rien de compliqué. C'est on ne peut plus simple, farine, sucre, huile d'olive. Après, il y a d'autres ingrédients, un petit peu secrets, mais bon, à base de levain et à base de poudre de perlimpinpin, on va dire. Pour moi, c'est quelque chose de simple, mais bon, nous, ici, on aime les choses simples. Voilà, il n'y a pas de grand montage, mais bon, c'est quelque chose qu'on fabrique avec passion au quotidien. L'huile d'olive, c'est quand même une composante essentielle du gibassier, puisqu'il y en a beaucoup. Donc après, les quantités varient en fonction des artisans, parce qu'il y en a qui en mettent plus, il y en a qui en mettent moins, il y en a qui mettent d'autres ingrédients en plus. Donc un petit peu d'huile d'olive, un petit peu beaucoup. Aujourd'hui, le gibassier est consommé toute l'année, mais il faisait partie traditionnellement des 13 desserts provençaux que l'on servait à Noël, et son origine demeure encore incertaine. L'origine, pour le gibassier, il y a 2 déclinaisons. Donc les anciens, normalement, le gibassier était ce biscuit sucré qu'on emportait dans la gibecière pour partir à la chasse, qui se gardait sur plusieurs jours. Donc ils mettaient ça dans leur gibecière, d'où le mot gibassier. Après, il y a une autre version d'autres anciens qui disent que le gibouste était le bossu en provençal. Et vu la forme un peu bosselée qu'il y a dessus, ce biscuit, il y en a qui disent que ça vient de cette explication-là, le gibouste, le bossu. Chacun prend la version qu'il veut. Voilà. Mais moi, pour moi, ça vient plutôt le gibassier, la gibecière. Malgré une recette d'une apparente simplicité, le gibassier demande tout de même de longues heures de préparation et une certaine dextérité pour lui donner sa forme si caractéristique.
Donc ça a une forme ovoïde qui a déjà une forme préétablie quand on l'a boulé. C'est assez fragile, c'est assez mou, ça se casse vite en petits morceaux. C'est pas évident. Il y a un coup de main à avoir. Mes enfants l'ont fait aussi quand ils viennent nous aider en saison d'été. Donc on fait une entaille ici, une entaille là. Et là vraiment dans le sens de la montée. Puis après on va écarter ces entailles. C'est ce qui va vraiment donner cette forme assez caractéristique et la forme définitive du gibassier, hein, puisqu'après par contre pendant la cuisson ça ne bouge pas, ça ne s'étale pas, ça ne gonfle pas, c'est une pâte sablée, ça va garder ce volume là. Cette forme, moi je l'ai toujours connue comme ça, les anciens l'ont toujours connue comme ça. Après, pourquoi il y a ces entailles-là, je ne saurais pas vous dire, ça c'est la part de mystère. Il y en a qui disent que ça a une connotation religieuse avec les 7 vertus, mais bon, je ne pourrais pas vous l'assurer. Nimbée de mystère sur ses origines, cette pâtisserie sablée à l'huile d'olive devrait continuer de faire la renommée du village de Lourmarin. Et Stéphane, en passeur de tradition, transmettra une fois à la retraite sa recette mystérieuse à son successeur. Non loin de Lourmarin, dans cette plaine traversée par la Durance, les parcelles agricoles sont nombreuses. Les fortes chaleurs régionales ne dessèchent pourtant pas toutes les terres, car l'homme a su être inventif. De très nombreux canaux serpentent entre les parcelles. L'eau de la Durance qui les emprunte arrive ainsi naturellement jusqu'aux cultures de Michel et Marcel, qui supervisent ce matin des travaux d'entretien. L'intérêt de ces canaux est d'avoir un flux régulier qui serpente sur l'ensemble du territoire et qui dessert quasiment la totalité des parcelles. Donc nous avons un canal principal et ensuite nous avons des canaux plus petits, secondaires, et ce qu'on appelle enfin des fioles qui sont des zones d'écoulement. Le mode de fonctionnement gravitaire est très intéressant parce qu'il ne demande aucune énergie, qu'elle soit fossile ou autre. C'est uniquement la déclivité et l'inclinaison des parcelles. Et le travail que nous avons à faire, nous, c'est l'entretien de ces canaux. Cette opération consiste en fait à enlever le surplus de végétation qui obstrue toute ou partie du passage et donc garantir un flux d'eau continu. Mais là, tu vois, là, c'est bien, là. Mais ça, il ne peut pas le faire. Là, il y a des petits morceaux où il y a du béton, où il y a des jonctions, des intersections. Donc, ce serait bien de le faire à la fond, à la daille. Hein. La daille, je ne connais pas, moi, ça. Elle était trop jeune. La daille, c'est la faux. Et avant, tout se faisait à la faux. Et on faisait le même travail. Il y en a un qui passait d'un côté, dans un sens, en marche arrière, avec une petite faux. L'autre faisait dans l'autre sens, dans le bon sens, l'autre il faisait. Et le dernier, on levait à la fourche et on se retrouvait avec le même travail que là, exactement le même travail. Un réseau complexe de canaux très anciens. Et Michel, agriculteur, sait bien que c'est grâce au travail de ses ancêtres qu'il exerce aujourd'hui ce métier. Ça existait sous l'Ancien Régime, mais de façon très très ciblée. Ça a été développé comme beaucoup de choses sous le Premier Empire, sous Napoléon Ier, et sous avec la Révolution industrielle. Sous Napoléon III, ça s'est beaucoup plus développé. Les ruisseaux se sont faits de la main de l'homme. Par contre, ce que je tiens à préciser, c'est que toutes les parcelles ont été nivelées à la main de l'homme, avec le niveau à bulles. Il mettait des mois et des mois pour faire ça. C'était un travail de titan. Le ruisseau, ça se voit plus, le reste, ça se voit moins, mais tout a été repris. Le nivellement, c'est 0,4%, puis 0,2%, et le bas du champ est à 0%. Pour que l'eau puisse revenir. Derrière son apparent archaïsme, l'irrigation gravitaire est en fait le fruit de longues années de labeur. Et l'on oublie trop facilement aujourd'hui que sans ce système, la plaine du Pays d'Aigue n'aurait sûrement pas son visage actuel. Si effectivement nous n'avions pas eu ces canaux qui ont été creusés par la main de l'homme, nous aurions à l'heure actuelle des marécages. Et si ça n'avait pas été le cas, nous aurions des cultures excessivement simplifiées au travers de la vigne ou des oliviers, comme ça peut être le cas en Espagne. Donc véritablement, ces canaux ont permis une évolution, une révolution au niveau de l'agriculture locale en Provence. Et cette révolution, Michel en bénéficie tous les jours. En ce moment, il arrose grâce à ce système ces champs de melons qui ont un besoin important en eau pour leur croissance. Pour utiliser l'eau de ce canal qui se trouve devant nous, je vais devoir baisser cette martelière pour faire le niveau, ce qu'on appelle faire le regonfle chez nous, auquel cas le niveau va monter et elle va pouvoir entrer par le biais de cette martelière qui est à l'entrée de mon champ.
Une fois l'eau dans le champ, commence alors une mission qui nécessite habileté et réactivité. Armé de sa pelle, Michel aiguille l'eau en fonction des besoins de ses melons. Cette eau arrive dans mon champ par le biais du ruisseau. Ruisseau qui se divise dans ce qu'on appelle des courants. Il y en a un ici, il y en a un derrière. Et tout ça me permet de diviser l'eau de façon à répartir uniformément dans chaque rangée, melon ou autre, un arrosage homogène et équitable pour tous les plants. Voilà, je viens d'ouvrir toutes les rangées et là je vais contrôler, faire en sorte que chacune ait la même quantité d'eau. Freiner celle qui va trop vite ou accentuer celle qui va trop lentement. De façon à ce que tout arrive en même temps, au bout de champ, et que toutes les rangées aient de l'humidité au même moment. Donc là, j'enlève ce qui gêne. Je vais augmenter un petit peu le débit ici. Je ferme là où ne doit pas aller l'eau. L'eau est capricieuse. C'est une force de la nature, elle fait un peu ce qu'elle veut. Donc là, j'essaie de la maîtriser à ma petite échelle, mais il faut que je sois là en permanence. L'irrigation gravitaire est donc assez contraignante et demande une longue expérience pour être maîtrisée. Mais ce système bénéficie, sans que l'on s'en rende compte, à toute la plaine du pays d'Aigues. Alors pour certains, ça peut paraître archaïque, mais il est ainsi et il convient très bien aux plantes que nous cultivons, à notre écosystème et surtout à la nappe phréatique, puisque 80% de l'eau qu'on utilise retourne au milieu naturel. La plante en utilise une petite partie, il y a une certaine évapotranspiration, mais surtout ça retourne à la nappe. Melons, courges et autres produits de la plaine bénéficient ainsi à la fois du soleil et de l'eau de la région. Ces légumes, vendus par Michel, ne finissent pas tous sur les marchés locaux. Dans le petit village d'Ansouy, certains auront le privilège d'être transformés par Olivier, un artisan glacier. Passionné par sa région et ses produits, Olivier favorise les fruits et légumes du pays d'Aigues. Aujourd'hui, il prépare une glace avec un miel du Luberon dont le producteur est situé à moins de 10 km de chez lui. Comme le miel est local, on essaye aussi d'avoir le plus de choses locales, comme les fruits. On a des super fruits, on a une productrice de fraises qui est à Pertuis. Et puis il y a pas mal d'agriculteurs des fois qui viennent nous voir et qui nous disent « Ah, j'ai pas mal de fruits, etc. » Donc ils sont super bons. Donc dans la mesure du possible, j'essaye de les prendre parce que c'est l'économie locale. L'avantage de prendre du fruit local, c'est qu'il est meilleur. Il est meilleur aussi parce qu'on a certains producteurs qui cueillent exprès pour nous. Donc ils laissent plus mûrir sur la plante. Donc c'est beaucoup plus goûteux, chargé en sucre et beaucoup plus goûteux. Après avoir préparé une crème anglaise au parfum de miel avec le lait récupéré chaque jour chez un voisin fermier, Olivier la passe dans la turbine qui transforme le liquide en glace. Mais au-delà de la technique, lui n'a qu'un seul souci en tête, le goût. Étape très importante de la fabrication, on goûte. Donc là, on sent bien le miel. On sent bien le miel, c'est un miel de garrigue, parce qu'un miel de lavande, par exemple, ce serait trop discret. Là, il y a quand même une bonne présence du miel. Il n'y a pas le côté sucré qui sature le goût, mais il y a le côté... Voilà, on sent bien la garrigue derrière, et ça dure. Issu d'une famille passionnée par la glace, Olivier est presque tombé dedans quand il était petit. Jour après jour, il n'a de cesse d'améliorer les techniques de son père pour sublimer tous les produits de ce terroir. Alors moi, ce que j'aime dans la glace, c'est justement cette alchimie, cet équilibre entre la physique et la chimie, puisque la glace est en partie congelée et en partie liquide, et cet équilibre surtout de goût. C'est comment refaire sortir le goût d'un produit, le goût du miel par exemple, sachant les impératifs de la glace. C'est-à-dire qu'on va goûter un miel à 30 degrés, il va avoir un goût. On va goûter un miel à 0 degré, il en aura un autre. Nous, la glace, elle est consommée à une température négative. Donc, ça veut dire qu'il faut équilibrer le goût, il faut travailler sur le goût pour qu'on ait bien le goût que l'on veut. On l'aura compris, Olivier est un artisan du goût. Et ses 80 parfums résument à eux seuls une grande partie du pays d'Aigues. Parmi tous les légumes de ce territoire, il y en a un qui n'a jamais été transformé en glace, mais qui est renommé ici, la pomme de terre de Pertuis.
Philippe en produit depuis plusieurs années. Le terroir de Pertuis, c'est à la fois la richesse de la terre, puisque c'est de la terre de plaine, à la fois la plaine de la Durance et des terres de collines un peu plus rouges, qui font une belle couleur pour la pomme de terre, et à la fois la proximité de grands centres urbains qui ont toujours existé, avec des gens qui cherchaient de la qualité aussi, parce qu'il y avait des gens sur Aix, il y avait des gens aisés qui cherchaient la bonne pomme de terre. Ce qui fait un peu aussi la renommée de la pomme de terre de Pertuis, c'est qu'il y avait quand même le fait de les cultiver dans des terres qui sont relativement lourdes. Ça donne quand même souvent plus de goût à la pomme de terre que la même variété cultivée ailleurs. Donc c'est vrai que les gens ils disent la pomme de terre est bonne et bon, globalement, elle est bonne. Elle est bonne. Bon après, ça reste que de la pomme de terre, hein. C'est pas du champagne, mais bon. Toujours en quête d'innovation, Philippe a récemment décidé de faire évoluer sa production en la convertissant en agriculture 100% biologique. Il est le seul aujourd'hui à faire de la pomme de terre de Pertuis bio et cela se voit. C'est un champ, c'est du bio, donc on n'arrive pas à désherber forcément aussi bien que sur de l'agriculture conventionnelle, d'où des repousses de beau maïs au milieu des pommes de terre, qui était la culture qui était pratiquée l'année dernière, et donc il y a quelques repousses. Mais enfin, c'est pas un problème en soi pour la culture, c'est un problème pour l'œil, pour les gens qui sont habitués à avoir des champs trop uniformes, mais en aucun cas c'est un problème pour la pomme de terre, la preuve. Celle qui est au pied, elle est en pleine forme. Faire des légumes bio, c'est aussi prendre plus de risques qu'en conventionnel, car la pomme de terre a de redoutables ennemis. C'est ce qu'on craint le plus sur la pomme de terre ici, c'est des petits trous qui commencent à apparaître comme ça. Le vrai nom, c'est du taupin, mais c'est des vers couleur orangée, très brillants, et qui qui sont attirés par la pomme de terre quand elle commence à grossir et à sentir quelque chose, quoi. C'est plus ou moins grave selon la profondeur de la galerie. C'est-à-dire que là, on voit qu'il a attaqué, mais il s'est arrêté à ce niveau-là. Le plus grave, c'est quand les galeries sont profondes. Un autre ennemi, plus rare, a fait son apparition dans les champs cette année. Je l'ai vu 2 fois dans ma vie, c'est la 2e fois. On a eu une attaque de mildiou, donc c'est des champignons qui attaquent le feuillage. Et puis les tiges, puis plus que les tiges, les tubercules, si vraiment ça continue. Et du coup, ça donne cet aspect tout squelettique, comme si elles étaient en fin de vie, les pommes de terre, alors que normalement, elles sont encore bien vertes et on ne voit pas le sol. Heureusement pour Philippe, l'arrivée du Mistral semble avoir stoppé la progression de ce champignon. Le pays d'Aigues devrait donc, cette année encore, fournir son lot de fruits et légumes de qualité, grâce au travail passionné de ces hommes et de ces femmes qui ont su s'adapter aux contraintes géographiques de ce territoire. Aujourd'hui, je vous propose des caillettes de luberon et fine purée de fèves parfumées à la cannelle cassia. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 500 g d'épinards, 200 g de porc frais, épaules et échines, 75 g de lard gras frais non salé, 50 g de foie de porc, 50 g de crépine, une gousse d'ail, une échalote, un demi-oignon, une botte de persil, 2 branches de thym, 2 feuilles de laurier, un œuf, 100 g de vin blanc sec, 100 g de vin rouge type Côte-du-Rhône, 100 g de cognac, 1 g de 4 épices. Pour la fine purée de fèves, 400 g de fèves, 100 g de crème fraîche, 50 g de beurre doux, de la cannelle cassia, 2 brins de coriandre fraîche. Pour les caillettes, cuire à l'eau bouillante salée les épinards lavés pendant 5 minutes. Les plonger dans une eau avec des glaçons dans une passoire. Égoutter, puis presser à la main pour bien en extraire l'eau. Enlever la couenne du lard gras, le couper en lamelles, puis détailler le foie en morceaux. Ciseler l'échalote, couper grossièrement l'oignon, équeuter le persil, sans jeter les queues surtout, car elles serviront pour la marinade. Dans une poêle chaude, mettre le lard gras et laisser fondre un peu. Déposer le foie de porc, assaisonner de sel et de poivre, puis ajouter une branche de thym, une feuille de laurier, l'échalote, l'oignon et le persil équeuté. Laissez revenir 3 minutes, ôtez le thym et le laurier, puis débarrasser. Mélangez le vin blanc, le vin rouge, le cognac, les queues de persil, une branche de thym, une feuille de laurier. Coupez la viande de porc et la faire mariner dedans entre 4 et 5 heures. Réunir les éléments poêlés, le porc de la marinade et les épinards cuits dans un saladier et passer au hachoir de préférence plutôt qu'au robot ménager.
Si vous n'avez pas de hachoir, vous pouvez demander à votre boucher de vous hacher toutes les viandes. Mélangez avec une spatule, ajoutez un œuf, une cuillère à soupe rase de sel, une pincée de poivre et le mélange des 4 épices. Étalez la crépine, formez 4 boules et les enveloppez. Placez dans un plat à gratin et cuire au four 20 minutes à 220 degrés. Pour la fine purée de fèves, écossez les fèves, puis les cuire à l'eau bouillante salée pendant 10 minutes. Vous pouvez aussi les cuire dans un bouillon de légumes. Quand elles sont bien fondantes, les égoutter, puis les mixer avec la crème fraîche, le beurre froid, la cannelle cassia, puis assaisonner de sel et de poivre de moulin. Pour le dressage, dans une assiette bien chaude, dessinez une belle larme de purée de fèves, ajoutez la caillette et terminez par quelques pousses de coriandre. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.